tous, bienvenue. Célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse. Faut-il, mesdames, messieurs, le rappeler, c'est l'acte fondateur de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Si chaque édition se présente comme une interpellation des consciences individuelles et collectives, celle de 2020, donc de cette année, l'est encore plus de par le thème retenu, le journalisme sans crainte ni complaisance. À chacun donc de se mirer pour tirer les conclusions qui s'imposent. Mais au Bénin, quel est l'état des lieux réels face à un tel défi? 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour pour un nouvel exercice dans ce sens. Il y en a eu d'autres depuis ce fameux rapport de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, le regard croisé de deux professionnels des médias sur la problématique. Ce sera autour du thème « Journalisme sans crainte ni complaisance ». Une gageure sous le régime Talon. L'instant d'analyse, ce sera avec Michel Audron, promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Palmarès. Il fut secrétaire général adjoint du CNP à Bénin, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. L'homme est au fait de la vie de la presse et de ses professionnels. Michel Audron, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Bonjour aux téléspectateurs de CK TV. De répondre à leur façon. En face de lui, Saturne Diossou. Il n'est pas présenté vraiment journaliste, il est le rédacteur en chef de Soleil FM Bénin. Cette radio qui, depuis peu, s'est éteinte. On espère pour un moment, car rien ne dure éternellement. Saturne Diossou, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour aussi aux téléspectateurs de CK TV. Vous répondez à leur façon. Je suis tenté de vous demander, et le moral? On le tient, on essaie de garder le moral. L'occasion pour moi, vous le permettrez, de penser à tous mes collègues de Soleil FM qui sont à la maison depuis le 17 décembre 2019, sur qui s'est tombée une nuit. On espère, vous l'avez dit, que demain le soleil s'élèvera. Oui. De nouveau. C'est un symbole. Je ne sais pas comment c'est arrivé, cette idée de soleil. Le soleil brille éternellement. Et donc, je ne désespère pas pour Soleil FM et son personnel. Merci une fois encore à vous pour la disponibilité. Exercice responsable et professionnel du métier de journaliste. C'est l'appel à la limite express lancé, mesdames, messieurs, par l'UNESCO cette année dans le cadre de la 27e édition de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, à travers un thème plus qu'explicite en lui-même. Professionnels des médias, consommateurs de produits de médias, pouvoir public, chacun à son niveau est appelé à battre sa culpe. Journalisme sans crainte ni complaisance. Alors Michel Audron, je suis tenté de me retourner d'abord vers vous. Ce thème en lui revêt quelle importance à vos yeux dans un contexte béninois? Le thème est non seulement évocateur, mais je dirais que si déjà au niveau des Nations Unies, on a choisi le 3 mai pour célébrer la presse, c'est parce que les nations ont reconnu que la presse joue un rôle déterminant dans la promotion de la démocratie et que c'est au travers de la presse et des productions de presse qu'on mesure la vitalité de la démocratie. Et mieux encore, c'est que dans la plupart de nos pays, notamment en Afrique, c'est la presse qui détermine l'opinion publique. Par conséquent, lorsqu'on dit journalisme sans crainte ni complaisance, c'est que cela rejoint même le fondamental du métier du journaliste, à savoir non pas faire plaisir, non pas faire du tort non plus, comme l'a dit Albert Londres, mais de porter la plume dans la plaie, à savoir ne pas avoir la crainte de pouvoir dénoncer ce qui est juste et vrai et qui constitue donc des avatars de la société et autres. Mais aujourd'hui, il est difficile de dire aujourd'hui que nous pouvons pratiquer, exercer le métier de journaliste sans crainte et sans complaisance. Il est difficile aujourd'hui de le dire. Il est difficile aujourd'hui de le dire. Dans la pratique, vous ajoutez très difficile. Très difficile. On reviendra sur ce très difficile. Pourquoi c'est si difficile? Mais pas que difficile, chez téléspectateurs, le professionnel des médias. Mais attention, patron d'organes dit très difficile. Il nous en dira certainement un peu plus. Alors, Saturne Diossou, un thème comme celui-là qui tombe dans un contexte que l'on connaît, et quel est le sens et si possible la portée pour vous? Le hasard fait qu'un patron de presse prenne la parole avant moi. Oui. Il nous a dit que c'est très difficile, en tout cas. Le terme
Le thème retenu est d'ailleurs d'actualité, et si on ne fait pas attention, on va croire que c'est compte tenu de ce que nous vivons peut-être au Bénin que les Nations Unies ont proposé ce thème. C'est une réalité pas que béninoise, elle est partout. Celle parlant de ces entraves que le professionnel des médias rencontre dans l'exercice de sa profession et qui l'amène d'une manière ou d'une autre à devoir considérer des réalités et à renoncer à sa mission première. Ah bon? Bien oui. Vous sortez un mot là. Renoncer à sa mission première. Parce que, à moins de me tromper, cette mission consiste à informer, rapporter les faits. À informer. Là, c'est difficile. Mais c'est difficile quand on va jusqu'à y renoncer. Mais à renoncer. Parce que certainement, on a parlé de crainte. On craint pour sa vie. On craint pour son gagne-pain. Parce que le professionnel des médias, quand même, il exerce une profession. C'est à base de ça qu'il vit. Et quand il se retrouve en situation d'exercer sa profession pour par la suite perdre son gagne-pain, tout ça constitue des facteurs qui l'amènent à devoir se retrouver dans cette complaisance dont on parle. Donc pour moi, l'un tient l'autre. La crainte amène à devenir complaisant. Et c'est dans son environnement qu'il faudra voir les goulots qui suscitent tout ce qui suscite cette crainte-là et qui empêche le journaliste de devoir accomplir véritablement sa mission et à ne pas devoir se retrouver dans une complaisance. Ah ouais, là c'est, j'imagine, à donner beaucoup de douleur à ceux-là qui ont de tout temps rêvé d'une presse libre et indépendante et qui en ont joui abondamment. Alors je reviens vers vous qui, dans d'autres postures, étiez porteur d'informations, mais ensuite appelé à tout coordonner et qui aujourd'hui en est arrivé à conclure que c'est difficile, mais pas que ça, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il faut retenir derrière ces mots? Oui, j'ai dit que c'est difficile et que c'est très difficile parce que, vous savez, le journaliste, il exerce le métier dans un environnement donné et il agit dans un contexte donné. Et au-delà de ces deux paramètres, c'est qu'il y a aussi la tendance des pouvoirs publics à toujours vouloir embrigader les médias. Tous les régimes qui se sont succédés ont donné la preuve qu'en réalité, moi je vais vous dire la vérité, c'est une déception que les promesses ne tiennent jamais par rapport aux efforts qu'un gouvernement puisse faire pour donner à la presse sa liberté. Je ne dirais pas ici que la liberté de la presse ne peut jamais être une fin. Ça ne peut jamais être un acquis, mais il va falloir quand même que nous puissions poser certains actes pour donner la preuve que... Parce que ce que les gouvernants ne savent pas, c'est que la même presse qui vous fait peut vous défaire. Et vous allez constater, je vous donne un tout petit exemple, que les mêmes journaux qui ont fait la propagande du président Yahya Boni par le passé, c'est encore les mêmes qui ont été utilisés pour lui envoyer les invectives par médias interposés. Et c'est les mêmes qui ont trouvé aujourd'hui que Yahya Boni était ci, était ça, et ainsi de suite. Et donc je crains que peut-être à la fin peut-être du mandat du président Talon ou bien de son second mandat, si c'était le cas, que ça soit les journaux, les médias, les radios, les télévisions qui doivent faire la propagande du pouvoir aujourd'hui, qui soient encore utilisés de la même manière pour peut-être commencer encore par acheter des dossiers liés par rapport à sa gouvernance. Donc en réalité, il ne sert à rien à un pouvoir de travailler de manière à embrigader les médias. Il faut laisser les médias jouer leur rôle. Êtes-vous entendu dire, en peu de mots, qu'aujourd'hui, les médias sont embrigadés au Bénin? Non, je suis d'abord triste sur ce plateau de constater qu'à la célébration de la journée du 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, au Bénin, ici, nous l'avons célébré avec à l'actif quelques quotidiens qui ont été fermés et certains qui ont été réhabilités même par des juridictions de notre pays, mais qui n'ont pas pu reprendre le travail. Que nous avons noté, par exemple, que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, pour diverses raisons, a refusé de renouveler la fréquence d'une chaîne de radio qui est fermée, et que nous notons aussi que nous avons des confrères qui sont en prison pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, ce qui veut dire que Reporters sans frontières a des correspondants dans les pays.
Et donc, les informations qui parviennent et ce qu'on constate, ça dit, ça c'est la réalité, c'est le concret ça, à savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où nous émettons, c'est qu'il y a des journalistes béninois qui sont en prison pour une raison ou pour une autre, qu'il y a des quotidiens qui ont fermé et qu'il y a des radios qui ont fermé. Et donc, la suppression de ces espaces de liberté constitue des éléments de preuve de ce que la presse se porte mal. Mais j'irai plus loin pour vous dire que, au-delà de ces aspects-là, la presse se porte mal parce que l'environnement économique des médias aujourd'hui ne permet pas du tout aux entreprises de presse de pouvoir s'éclore, de s'épanouir. Alors que les professionnels des médias qui exercent, en dehors de quelques confrères qui opèrent en freelance, la plupart exercent dans des entreprises de presse. Et c'est à cause de ça que je dis toujours que si nous ne faisons rien en amont pour mettre les entreprises de presse dans un environnement économique décent, on ne saurait jamais parler de l'épanouissement des professionnels des médias, des meilleures conditions de travail des journalistes. Je disais tantôt que nous avons souvent les promesses des gouvernants, à savoir nous allons libéraliser la presse, nous allons ici, mais nous observons et au pas, nous remarquons qu'en réalité, nous avançons d'un pas et que nous reculons de deux pas. Et qu'en réalité, nous n'avançons pas, mais que nous reculons. Vous êtes actuel ou la preuve, vous faites revue la preuve, le Bénin, récent. Je vous rappelle qu'en 2005, le Bénin était premier en Afrique en matière de liberté de la presse. Tout à fait, ça on ne l'efface pas, on ne l'oublie non plus. Nous ne devons pas oublier, de 2005 à aujourd'hui, vous avez vu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que non seulement le journaliste travaille, pas sans crainte, mais la peur au ventre, parce que certains aspects liés au dispositif législatif sont venus corser les conditions du travail des professionnels des médias. Je fais allusion à la loi de 2018 portant code du numérique, qui du coup a fait perdre aux professionnels des médias tous leurs acquis que nous avons bagarré et obtenu à l'adoption du code de l'information et de la communication en 2015. Parce que lorsque nous étions en train de faire le débat lié au code de l'information et de la communication en 2015 pour son adoption, on avait fait le débat lié à la suppression des peines privatives de liberté pour les professionnels des médias. Et il y a eu de l'avancée. C'était une avancée. Mais en 2018, avec l'avènement du code du numérique, qui n'a pas été élaboré avec le concours des associations professionnelles, comme ce fut le cas du code de l'information et de la communication, c'est que les supports digitaux, les journaux qui sont édités, qui sont sur Internet et tout ça, rien que pour ça, des confrères sont interpellés, sont gardés à vue, certains sont en prison, rien que pour ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suppression des peines privatives de liberté que nous avons obtenues n'a plus de sens. Nous avons perdu avec le code du numérique ce que nous avons gagné avec le code de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il faut revoir tout ça et pouvoir... Quand on mélange le professionnel des médias à ce qu'on appelle aujourd'hui journaliste citoyen ou web journaliste des histoires du genre, moi je dis que ce n'est pas possible. Et je regrette le fait que nous puissions aller à l'adoption d'un code du numérique, sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas de médias aujourd'hui qui ne soient pas dans le numérique. Donc, qu'on aille à l'adoption d'un code du numérique avec des dispositions aussi corsées, sans associer les professionnels des médias, sans faire contribuer les associations professionnelles, franchement, moi je n'ai pas compris comment cela s'est passé. Je fais allusion à tout ça pour vous faire toucher du doigt de ce que ce sont des éléments ajoutés à ça, la fermeture de certains médias, ajoutés à ça, nos confrères qui sont en prison aujourd'hui. Lorsqu'on met tout ça ensemble, on peut dire sans crainte et sans complaisance que les médias reculent au Bénin. Dire sans complaisance et sans crainte que les médias ont beaucoup reculé au Bénin. Et pourtant, on a vu le Bénin dans un passé pas si lointain vivre des moments d'épreuve et ensuite rebondir. Alors, je vais vous demander, est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, ce tableau compeint, c'était vraiment une piste qu'on pouvait éviter soi-même ou c'est lié à l'aléa du moment? Je crois que la presse, pour répondre d'abord, en tout cas, j'irai sur ce point-là avant d'aborder le vif de ce que vous avez demandé. Oui. La presse, nous la prenons, on dit d'elle qu'elle est un pouvoir. Tout à fait. Et un pouvoir qui est détenu par quelqu'un est exercé à des fins données.
Et quand vous êtes dans un environnement où vous vous appelez quatrième pouvoir, et donc vous avez la cohabitation à faire avec d'autres pouvoirs, il est clair que ces autres pouvoirs qui vont constater que dans l'exercice du vôtre, vous allez vous retrouver comme obstacle, comme entrave sur le chemin, d'une manière ou d'une autre, vont chercher à vous pousser, en tout cas loin de leur périmètre, pour que vous restiez dans un coin dans lequel ils vont vous maîtriser, ils vont vous utiliser comme instrument pour atteindre eux leurs objectifs. Et quand on est dans ce registre-là, je crois que c'est normal, a priori, que quand un régime arrive, qu'il cherche à s'approprier cet autre pouvoir, à faire de ce quatrième pouvoir un sous-pouvoir, encore que ce n'est pas n'importe lequel, la presse, quand on en parle, ceux-là qui sont les yeux, les oreilles, pour ainsi caricaturer, du citoyen qui est quelque part, qui ont un regard qu'ils portent sur la gouvernance, entre autres, qui rendent compte aux citoyens. Mais quand je suis là, je suis pouvoir public et je me rends compte que l'œil qui est là-bas, en quelque sorte, ce qu'il voit, si tant est qu'il est porté à en rendre compte à tous les citoyens, je suis exposé. Je serai tenté à orienter son regard sur ce que je veux qu'il voie. Alors, ce pouvoir qui est le quatrième, est-ce qu'il s'assume? Il faut se poser cette question. Est-ce qu'on s'assume, quatrième pouvoir, est-ce qu'on s'assume la presse? Et c'est là peut-être l'intelligence des autres pouvoirs qui embrigadent cet autre pouvoir qu'est la presse. Monsieur Aonon, mon cher confrère, a posé un diagnostic tout à l'heure. L'environnement économique ne permet pas à ce quatrième pouvoir qu'est la presse de s'épanouir et de devoir s'affranchir de ces autres pouvoirs qui deviennent goulots face à lui, face à ce pouvoir qu'est la presse. Alors, le politique, pour appeler un chat à chat, quand il voudra embrigader ce pouvoir, c'est simple. Il ne vous tient pas le ventre. Lorsque vous êtes un journal et que pour paraître, vous êtes obligé d'attendre un contrat d'une structure étatique, d'une autorité politique, vous cherchez à préserver cette source de revenus qui est la vôtre d'abord. Et quel que soit ce que cette source commet comme impair, vous fermez les yeux là-dessus, soit vous tronquez la réalité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on en arrive même à renoncer à notre mission première qui est d'informer. Nous sommes à côté de l'information, mais on se refuse de la donner. On se dit, mais je ne peux pas la donner. Pour la simple raison que celui qui est au cœur de cette information, c'est un partenaire. C'est une source de revenus pour moi. Et c'est un premier niveau déjà qui permet au pouvoir politique surtout d'embrigader la presse. C'est le début de la complaisance? C'est déjà un début de la complaisance. Je pourrais descendre à un autre niveau. Là, c'est un niveau plus macro. Quand à un niveau plus micro, je suis journaliste, et que ce que je gagne ne me permet pas de subvenir aux besoins de ma famille, à mes propres besoins d'abord, et ensuite aux besoins de ma famille, c'est un autre goulot qui m'étrangle. Vous êtes au Bénin dans toutes ces caricatures? Je suis au Bénin. Je suis sur le plateau avec un patron de presse qui connaît cet environnement. Donc je parlais de niveau macro, de niveau micro. À chaque niveau, on peut relever des entraves, des obstacles à la libre expression, je dirais, du journaliste au libre exercice de ce métier-là pour en venir au côté politique. J'avais parlé déjà de l'environnement économique qui amène la presse à se laisser elle-même embrigader parce qu'en étant à la recherche du souffle d'existence, des moyens de vivre et de survivre, mais quand l'autorité politique en arrive à rajouter d'autres goulots comme ce fameux code du numérique dont on parle, ce fameux article, je crois 550, qui fait que journalistes et web activistes sont mis dans le même panier. Et la dernière fois, moi, j'étais triste d'écouter le président de la République, même quand il s'adressait dans une de ses sorties, maître et journaliste et web activiste dans un même panier. Je suis journaliste, web activiste. Le suis-je? Je me pose la question. Alors, c'est des niveaux supplémentaires qui permettent aux politiques de tenir la profession, non pas seulement en moyen de survie, mais désormais en menace. Citons des noms. Ignace Sossou, pourquoi est-il aujourd'hui privé de sa liberté? Il a fait quelques tweets. Il a cherché à informer. Rien que pour ça. Casimir Pédior, qu'est-ce qui fait que depuis
avril 2019, il fait des allées et venues entre chez lui et la Criette parce qu'il a publié son journal sur le net. On a parlé de faux, mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a démontré que ce qu'il a publié était faux. Je peux citer d'autres exemples. Oui, les exemples, il y en a malheureusement à foison et vous peignez un tableau qui est bien loin d'être des plus reluisants. Dans cet environnement, oui, avant de vous donner la parole, je sens que vous brûlez d'impatience là, de la voix, vous permettez, sur ces faits, le gouvernement n'est pas resté vraiment indifférent. Beaucoup attendaient l'autorité par rapport à cette journée très importante pour tous, parce que la presse, c'est un ensemble. Alors, au porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, de prendre la parole sur la position de Reporters sans frontières, je le cite. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2020 et a positionné notre pays, je cite là le ministre Alain Roula, au 113e rang. Ce rang doit être perçu comme un appel lancé à notre pays à ne pas relâcher et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte et travaillera dans ce sens. Je poursuis. Je voudrais cependant me féliciter, d'ici le porte-parole du gouvernement, Alain Roula, que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. Fin de citation. Un peu de soulagement qu'on a fini de suivre ça? Non, ça ne soulage personne. Moi, je vais vous dire la vérité, ce message ne soulage pas parce que quand le ministre dit qu'il se réjouit de ce que Reporters sans frontières n'a pas cité le Bénin comme un pays dans lequel on tue les journalistes, donc le ministre attend à ce qu'on tue les journalistes d'abord avant qu'on ne retienne que ça ne va pas. Mais là, c'est pas bon, c'est pas un bon message. Non, il l'a pas dit. Parce que, non. Ça se passe ailleurs. C'est-à-dire, à la lecture de ce message, c'est à quoi? Donc, comme on n'est pas cité comme un pays où on tue les journalistes, donc c'est pas encore grave. Ce qui est grave, venant d'un ministre porte-parole du gouvernement. Il ne devrait pas le dire. Non, parce que même si les journalistes ne sont pas tués, le fait que des journalistes soient en prison, le fait que des médias soient fermés sans raison valable, c'est une menace à la liberté de la presse. Et en plus de toutes ces menaces, il y a la menace liée aux pesanteurs, c'est-à-dire au contexte et à l'environnement économique qu'on ne veut pas travailler à améliorer. Ah non, ne dites pas qu'on ne veut pas travailler à améliorer. Et puis, en plus de ça, le ministre dit que, comme notre pays, il n'y a pas de journalistes qui soient tués. Donc, il prend le classement de Reporters sans frontières comme un appel à mieux faire. Non, pas du tout. Quand on dit ça, c'est à croire qu'entre-temps, l'année dernière ou l'année d'avant, qu'on avait fait mieux, alors que nous avons dégringolé d'année en année. Bien sûrement que les fiches techniques ont menti au ministre. Moi, je voudrais rappeler que d'année en année, nous avons dégringolé d'année en année, successivement, ce qui veut dire que ça ne va pas. Si c'est que, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait une certaine amélioration et que ceci est intervenu, on peut comprendre. Mais nous avons dégringolé d'année en année. Donc, on ne peut pas dire maintenant qu'on ne dit pas peut mieux faire à un élève qui, entre-temps, ne fait rien. Il faut un minimum d'efforts pour qu'on puisse mentionner peut mieux faire. Vous envoyez vraiment trop de caricatures ce matin. Non, on ne peut pas dire peut mieux faire à un élève qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. Vous ne direz pas de ça. Non, parce que nous avons dégringolé sur cet aspect. Nous avons dégringolé d'abord du point de vue législatif. Le code du numérique est venu balayer tous les acquis que nous avons obtenus avec le code de l'information et de la communication. Et là, j'interpelle les actions professionnelles qui doivent lancer la bataille pour qu'une relecture du code numérique soit faite afin que nous puissions revoir. On revient sur la question. Elle est importante. Donc, oui. Ce que le ministre a dit ne rassure pas. Bon, c'est peut-être diplomatique, peut-être tu dois avoir un message, tu peux parler du gouvernement, mais ça ne rassure personne. Et puis, ce n'est pas bon de dire que, comme notre pays n'est pas cité comme un pays dans lequel on tue les journalistes, donc ça veut dire que c'est juste un appel à mieux faire, non? On doit s'offusquer à ce point-là. Ça, c'est aussi les propos d'un patron d'organes. On comprend un peu la douleur, mais avec un peu de recul. Est-ce qu'on doit s'en offusquer? Que le gouvernement, par le biais de son porte-parole, fasse ces nuances. Je voudrais citer d'autres
propos de ce même porte-parole, Oui. quand il s'est agi de situer les responsabilités, il parlait pour le paraphraser, sauf erreur de ma part, de trop de liberté qui devient liberticide. Oui. Et je parlais de responsabilité à situer. Il disait entre autres que ce dégringolade n'est pas de la responsabilité des pouvoirs publics, ni de la responsabilité des vrais journalistes, Oui. mais des activistes. Quand on regarde, pour parler de Reporters sans frontières, les raisons évoquées par Reporters sans frontières, parce que quand vous faites un classement, il faut pouvoir justifier, il faut parler des éléments qui vous ont amené à mettre le pays à tel rang et non à tel autre. On a parlé des organes qui sont fermés, des journalistes qui sont en prison. Est-ce que le ministre porte-parole du gouvernement veut nous dire que ce sont ces activistes-là que Reporters sans frontières a eu à citer et qui ont fait que nous sommes à ce rang de 113e? Je lui pose cette question, mais je ne lui... 17e en Afrique, je rappelle. Je ne lui en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est un personnage. C'est un personnage à l'air rond là. Aujourd'hui, il est ministre dans le gouvernement, il est porte-parole, ministre de la communication, de quoi, porte-parole du gouvernement. Mais avant d'arborer ce qu'il a aujourd'hui comme costume, comme responsabilité, mais c'est un habitué des plateaux de télé. Je ne le cite pas, vous l'avez reçu plusieurs fois à l'air rond là. Moi-même, hier sur Soleil FM, il répondait, il venait, on avait vu comment il critiquait, comment il donnait librement ses opinions, mais aujourd'hui, il l'est sous la coupole, sous un manteau politique qui l'oblige, qui l'amène à dire ça, à dire ce qu'il est en train de dire. Et moi, donc c'est un langage politique. Mais c'est un langage politique. Et moi, je vais davantage accuser la politique dans ce qui nous arrive comme malheur dans la presse. Sérieux. Mais, mon cher confrère, on en parlait tout à l'heure d'un journal qui, malgré une décision de justice, je crois que ça a commencé mai 2018. Là, quand a été de parution le journal La Nouvelle Tribune. Un an après, une cour condamne la Hague et demande à ce qu'on lève cette suspension. C'est-à-dire mai 2019. De mai 2019 à mai 2020, Vincent Folly, le directeur de publication de La Nouvelle Tribune, cherche, je crois, le prononcé de cette décision qui lui permettra de reprendre ses activités. Mais ça a disparu. Il l'a pas. Je ne l'ai pas appelé avant de venir sur ce plateau. Mais ça fait que depuis un an, une décision rendue par la justice n'est pas appliquée jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, qui est garant de l'exécution des décisions de justice? Qui est garant de l'application des tests? Si ce n'est pas l'État. Aurais-je en disant que c'est cet État qui empêche La Nouvelle Tribune de revenir dans les kiosques? Aurais-je tort en le disant? D'autres exemples. Mais c'est vrai qu'on parle du cas Soleil FM. Parlons-en. Mais moi, j'ai été triste, au fait. Les collègues, les confrères vous le diront, que bien avant décembre, vous avez des politiques qui vous promettent la fermeture de votre organe de presse. Ah bon? Mais je vous le dis. Avant décembre? Avant décembre 2019, 17 décembre 2019, quand Soleil FM a été suspendu, mais des politiques, j'en ajoute députés même à l'Assemblée nationale, mais vous disent on va vous fermer. On va vous fermer. Mais je suis triste pour toi parce qu'à partir de décembre, tu seras au chômage. Non, ne dites pas ces mots-là. Mais on nous le dit. On vous a dit ça. Mais des mois avant décembre. En face comme ça. Mais en face, on vous le dit. On est triste pour vous parce qu'en décembre, on va vous fermer. Ben, j'en viens encore, je crois, en octobre, pour voir la célérité avec laquelle certaines institutions, pour ne pas nommer la Hague, agissent quand il faut réguler ou quand il faut taper dans la profession, agissent comparativement à telles que ces institutions devraient agir pour protéger. C'est quoi? Banal. C'est pourquoi il y a des moments donnés, le journaliste renonce à sa première mission. C'est du vécu qui parle de la responsabilité de ces institutions et de la responsabilité de nous, des journalistes. C'est à ce niveau que moi, ça m'attriste parfois. Quand je constate que nous, esclaves, qui nous disons en esclavage aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'assumer notre révolte. Comment voudrait-on qu'on s'apitoie sur notre sort? Je me disais ça. 15 octobre dernier, un incident s'est produit entre un député et une population à Tchao, pour être plus précis. La radio Soleil FM dans le journal de 20h du 15 octobre, je précise journal du 20h, parce que là, on n'insiste pas là, souvent là-dessus. Je vous dirai pourquoi. Dans le journal du 20h du 15 octobre, le Soleil FM a relayé
parce que son correspondant était sur le terrain, a fait un compte rendu de ce qui s'est passé. Dans des thèmes professionnels. Je le lui ai dit par la suite, quand il se morfondait, je n'ai rien à te reprocher, cher collaborateur. Chapeau à toi. Soleil FM a diffusé un compte rendu dans le 20h. Le 16 octobre, c'est-à-dire juste le lendemain, la Direction générale des médias a saisi la HAC pour se plaindre du contenu qui a été diffusé dans le 20h. Le même 16 octobre, procédure d'urgence, pour nommer les choses. La HAC a envoyé un courrier à Soleil FM, l'appelant pour une audition publique. Le lendemain, 17 octobre, 15 octobre, 16 octobre, 17 octobre. Et le comble, c'est qu'on vous invite d'abord, on vous dit, on vous reçoit en instruction. Comme ça se fait. Après l'instruction, on jugera si le dossier mérite qu'on aille en plénière ou qu'on en reste là, qu'on discute entre nous, qu'on fasse de la pédagogie et qu'on s'en aille. Mais pendant qu'on vous invitait en instruction, on a déjà invité la presse à la couverture médiatique de la plénière. Cela voudra dire qu'avant même de vous écouter, on a déjà prévu vous amener en plénière. Mais c'est sur le terrain que vous constatez ça. Pourquoi je disais... C'est passé comme ça. Mais c'est comme ça, c'est pas que dans notre cas, il y a d'autres cas qu'on peut citer. Procédure d'urgence. Vous allez en plénière et vous écoutez un rapport de la HAC. C'est là que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pour une information que vous avez diffusée dans un journal de 20 heures, par rapport à des incidents qui se sont déroulés sur le terrain, à 12 heures, 13 heures, on vous dit que c'est ce qui a été diffusé dans le 20 heures qui est à l'origine de ce qui s'est passé à 15 heures. Bon, plutôt à 12 heures, je disais plutôt. Non. C'est de l'anachronisme. S'il C'est de la réalité, ce que je vous êtes entendu là? Vous avez fait un lapsus dans ce que vous dites là, ou c'est ce qui s'est passé? Mon cher Joël. Ce que vous avez diffusé à 20h, on nous dit que ça a provoqué les événements qui sont déroulés à 12h. À 12h. Autour de 12h. Et on nous interpelle. Moi, c'est ça qui m'a le plus offusqué. J'entends ça dans un rapport. Heureusement, d'avoir bien lu le rapport. Heureusement, le rapport a été lu en plénière. Heureusement qu'après le rapport, on nous a donné la parole. Quand mon directeur, Jérôme Kassa, que je salue en passant, a dit, mais le rédacteur en chef, il est là, c'est le plus responsable de l'information, je lui laisse la parole pour qu'il parle. J'ai commencé, entre autres part, dit, Soleil FM n'est pas responsable de ce qui s'est passé à Tchaourou. On a diffusé l'élément dans notre 20 heures. Les éléments sont déroulés autour de 12 heures à Tchaourou. J'ai donné des précisions sur ce qu'on nous reproche. De toute façon, on a dit entre autres qu'on a diffusé du faux. Mais l'ARC n'a pas pu nous prouver que c'est du faux. Pour en finir, quand le président de l'ARC a pris la parole par la suite, il a raconté, il a fait une anecdote. Il a parlé de quelqu'un qui s'est retrouvé à l'hôpital avec, je crois, sa femme, et qui par la suite, le temps pour lui d'aller à la maison de revenir, la femme ou la maman est décédée. Au lieu de lui dire que la maman est décédée, on lui a dit que bon, la dame est retournée à la maison. Il a utilisé une phrase pour finir. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah, c'était la conclusion. C'était sa conclusion. Soleil FM s'en est sorti avec une mise en demeure. Malgré ça, le jour-là, mise en demeure, on ne nous a pas prouvé que c'est faux. On nous demande de formater la mémoire des Béninois, de ne pas leur rappeler que les élections législatives s'étaient déroulées sans des partis de l'opposition. On ne devrait pas rappeler qu'il y a eu des incidents à Cotonou le premier... On vous a dit ça? On ne devait pas rappeler ça. Quand vous rappelez ça, c'est que vous jetez de l'huile sur le feu. Vous ne devrez pas le faire. On oublie la responsabilité du journaliste parce qu'on a la même société. Si on met la société à feu, on va vivre où? Nous sommes Béninois. On est venu professionnel des médias. Savez-vous ce qui s'est passé? Non. On a fini l'audience. Le lendemain, les organes de presse ont commencé par faire de compte rendu. Mais on fait la revue. J'ai suivi un peu, c'était l'actualité, on en parlait. Soleil FM a défendu ce qu'il a eu à faire. C'est vrai que quelque part, le directeur de la radio a présenté ses excuses au conseil de la HAC, leur disant que nous n'avions pas l'intention de chercher à remuer un couteau dans la plaie, à mettre feu à la société. Ce n'est nullement notre intention en rappelant les législatives et tout ça. Pour ça qu'il présentait ses excuses et tout ça. Mais à la sortie de l'audience, il y a eu des interviews qui ont été accordées. Le directeur a voulu que je parle, mais que j'ai accordé ces interviews. Vous voyez les traitements que nous, professionnels des médias, avons fait. C'est une comparaison, je dirais, des confrères. Mais à un moment donné, j'étais révolté quand j'ai lu un journal. J'ai dû prendre mon téléphone pour appeler le journaliste qui était là. Il dit, mais est-ce que vous étiez réellement à l'audience? C'est l'audience que vous avez suivie, que vous avez livré comme ça en compte rendu? Savez-vous ce que le confrère m'a dit? Non. J'ai écrit mon papier que j'ai déposé à la rédaction. Ce matin, ce qui a été publié, je ne me reconnais pas dedans. Ah bon? Mais il a su. Non, vous permettez, je sais... Voilà ce qui se passe. Douloureux à entendre là. Tout ce que mon confrère Saturnin est en train de dire, ça fait partie
des choses pour lesquelles nous avons cette dégringolade d'année en année parce que ce sont des éléments qui sont notés. En réalité, la fermeture des entreprises de presse, pas des décisions, les interpellations, les gardes à vue et l'emprisonnement du journaliste. Seulement que le ministre de la Communication attend que des gens soient tués, peut-être, avant de considérer donc que c'est une invite. Michel Audon, je reviens, vous permettez, je reviens sur le traitement et le rapport entre professionnels des médias. Votre vis-à-vis a parlé du politique, et je voudrais vous interpeller par rapport à ça, mais vers la fin de son développement, il nous a conté un peu une histoire qui sans doute a donné de la chair de poule. Et là-dessus, je vais vous demander, au niveau du CNPA, vous avez vraiment des retours comme ceux-là, des crocs en jambes entre un professionnel des médias? Ça y ressemble, à moins de l'avoir mal suivi. Mais c'est comme si la collégialité, elle n'existe pas dans la corporation. Non, c'est une réalité que nous vivons, que nous traversons malheureusement. Et la presse, c'est la corporation dans laquelle ceux pour qui vous vous battez sont les premiers qui vous déclarent la guerre, dans l'ombre. Sérieusement. Et donc, vous supportez, vous faites avec, dans l'espoir que ce que vous faites, ce sera dans l'intérêt du plus grand nombre. Parce que nous sommes aussi dans une corporation où chacun essaie de tirer donc le diable par la queue. Et donc, l'environnement économique aidant, personne ne veut qu'on veuille vraiment discuter des projets structurants, qu'on veuille discuter de ce qu'il faut pour tout le monde. Mais si chacun arrive à s'arranger pour faire paraître son titre, il pense que bon, c'est fini. Ne sachant pas qu'un jour viendra aussi pour qu'on le contraigne à fermer baraque. Et lorsque ça arrive aux autres, que vous n'intervenez pas, vous ne dites rien, quand ça vous arrive, il n'y a personne pour intervenir. Et puis un à un, ça arrivera à tout le monde. Et c'est ce que je suis en train de dénoncer, ça. Nous ne pouvons pas croiser les bras et nous réjouir de ce que, dans un pays comme le Bénin, passé premier en Afrique en matière de liberté de la presse, qu'on ferme des entreprises de presse pour des arguments qui ne tiennent pas trop et qu'on interpelle des journalistes parce qu'ils auraient écrit. Et là, je vous ai rappelé la loi de 2015 qui interdit la détention préventive et qui a enlevé, supprimé les peines privatives de liberté pour les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons constaté qu'il y a comme une sorte de dribble avec le code du numérique. Et je suis désolé lorsque les autorités parlent en citant le code du numérique, on mélange web activiste des histoires du genre. Un web activiste, celui qui écrit sur Facebook, ce n'est pas un journaliste. Il faut que nous soyons clairs. Le web activiste n'a pas de déontologie. La presse a une déontologie. Celui qui voit aux abords d'une rue, par exemple, peut-être un accident où les victimes sont blessées dans des positions indécentes et qui prend les photos, n'a pas la notion de déontologie qui interdit la publication, par exemple, des images obscènes et macabres. Il prend les vues, il met un petit test avec plein de coquilles, il balance, et puis ça commence par être relayé. Un journaliste professionnel ne fera pas pareil. Un journaliste professionnel écoutera des témoins. Alors, je veux justement rester à ce niveau. Prendra des images et essaiera donc de passer à l'étape de traitement parce que nous allons d'abord à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. C'est les trois grandes étapes. Alors, c'est dans l'étape du traitement qu'interviennent les notions de déontologie. Merci bien. Le n'a pas de déontologie. Pourquoi on mélange avec à ce niveau. Et aujourd'hui, un journaliste peut être interpellé comme un délinquant qui écrit n'importe quoi et qui partage les trucs sur WhatsApp. Monsieur Michel Aronon et Saturne Diosso, vous permettez, oui, décrier ces faits, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Pendant qu'on le fait, là je reviens encore au gouvernement qui, il faut quand même le saluer, n'est pas resté vraiment muet par rapport à la situation. Il y a des choses à reprocher au gouvernement, mais ça montre une certaine ouverture. Maintenant, il faut aller à l'acte. C'est ce qu'on peut dire. Alors là-dessus, le porte-parole du gouvernement a levé aussi un coin de voile sur la question, la responsabilité du politique. Il pense pouvoir l'assumer. Mais alors, il pense que ça ne va pas être suffisant. Si les professionnels des médias veulent vivre de leur corporation et mieux, alors voilà, Martel, il y a une grande part de responsabilité des professionnels. Et même, je le cite, Inès Tenso, on revient sur le plateau. Il dit, par rapport au terme,
Il est aujourd'hui manifeste à travers ce thème que les professionnels des médias sont interpellés d'une manière ou d'une autre. Le fait qui est de l'actualité aujourd'hui, c'est qu'au-delà de l'interpellation directe, ils sont interpellés dans l'exercice de leur fonction, auditionnés, jugés et condamnés. Je poursuis. Ces situations regrettables sont également occasionnées et provoquées par une certaine pratique du métier faite de délits et d'infractions observées malheureusement régulièrement dans les différentes productions de presse et surtout dans les nouveaux médias, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, réseaux sociaux, presse en ligne. À la faveur de cette journée, dit-il, je voudrais saisir l'occasion pour inviter tous les acteurs à jouer leur partition respective pour une liberté de la presse sans polémique au Bénin. Je vais en appeler particulièrement à la responsabilité des journalistes, des associations fertières pour un exercice responsable et professionnel du métier. Je m'en arrête là. Il a décerné de façon satisfaite à quelques-uns de la corporation. J'y reviendrai. Alors, le responsable que vous êtes, lorsque vous suivez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, je prends acte de ce que le ministre a dit, mais je vais vous rappeler ici que pour ce qui nous concerne, nous avons commencé par jouer notre partition depuis et qu'on attend plutôt la partition du gouvernement. Je m'en vais vous citer quelques chantiers sur lesquels les associations professionnelles ont déjà travaillé. Les associations professionnelles ont travaillé sur un certain nombre de chantiers sur lesquels nous attendons la réaction du gouvernement. Je vais vous rappeler par exemple que la loi de 2015 portant code de l'information de la communication, il y a certains décrets d'application qui n'existent pas encore jusqu'à aujourd'hui. Ça va vous surprendre. Pendant ce temps, le code numérique est appliqué abondamment à journalistes qu'on interpelle. Autre chose? Qui prend les décrets? C'est nous? C'est pas nous, c'est le gouvernement qui prend les décrets. Deuxième chose, pour ce qui concerne l'environnement économique, nous avons dit pour les entreprises de presse et autres, l'aide de l'État à la presse privée, qui entre-temps a été augmentée sur le Bernard Yaïboni. Nous, c'est les associations professionnelles même qui ont trouvé que la manière dont nous avons géré l'aide pendant plus de 22 ans, 23 ans, ça ne marchait pas et que c'est nous-mêmes qui avons décidé que nous allons mettre en place un fonds d'appui au développement des médias. Et mieux, en amont, à l'adoption du Code de l'information de la communication en 2015, nous avons travaillé à insérer cela dans la loi. Donc aujourd'hui, le FADEM est instauré par une loi. Donc aucun gouvernement aujourd'hui ne peut prendre un décret et de sa volonté dire qu'il ne peut pas mettre le financement public. Parce que je vais vous rappeler que, avant de commencer par régler tous les problèmes liés aux médias dans ce pays, nous avons dépassé l'étape du mécénat, nous avons dépassé l'étape des financements occultes. Il faut que le financement des médias soit un financement clair. Tant que le financement n'est pas clair, le mode de financement des médias n'est pas clair, les dérives qu'on dénonce, nous les observons toutes les fois. Et ce ne sera pas la fin. Et ce ne sera pas seulement sous le gouvernement Talon, ça n'a pas été seulement sous le gouvernement de Yaïboni, mais même après Talon, nous avons toujours observé la même situation. Donc, nous avons déjà travaillé en amont à tout ça et tout ça de s'élargir aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau de la HAC a désigné son représentant, les associations professionnelles ont désigné leur représentant, le gouvernement a désigné son représentant. Mais aujourd'hui, la FADEM n'est pas une réalité. Si la FADEM n'est pas une réalité aujourd'hui, ce n'est pas la faute des associations, c'est pas la faute des associations. C'est la faute au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui sort les moyens qu'il faut aujourd'hui pour démarrer concrètement la FADEM. Donc on attend toujours le gouvernement. Ça va dans son camp. Donc nous avons quand même posé certains pas pour montrer notre bonne foi que nous sommes organisés. Monsieur Michel Aonou, on reviendra. Oui, Satuné Diossou. C'est vrai qu'il faut se regarder dans la glace, tel que nous avons végété dans la profession depuis les entreprises de presse qui sont ce qu'elles sont de nos jours. Il va falloir qu'on y retourne, qu'on y repense. Parce que si vous voulez arracher votre indépendance, il faut déjà partir de là. Il faudrait que vous puissiez vous munir des appuis nécessaires qui pourront vous permettre de bondir d'aller loin. Vous allez conclure, on va se revoir, ne vous en faites pas. Et puis, au gouvernement, je demanderais que ce qui est de son ressort, il n'a qu'à le faire déjà, comme ce que disait Michel Aonon tout à l'heure, des décrets d'application qui sont à prendre. Il n'a qu'à les prendre. Et puis les lois qui sont d'autres entraves, on n'a qu'à les lever, code du numérique et tout ça. Merci à vous, Satuné Diossou. Par exemple, à l'accès aux sources d'information publiques, par exemple, ces problèmes pour régler ces problèmes, ce n'est pas le président des médias, c'est les pouvoirs publics qui doivent le régler, c'est au niveau du gouvernement. Donc moi, je trouve que la balle est plutôt dans le camp du gouvernement. Nous avons fait cette... Merci à vous, Michel Aonon. Merci à vous, Satuné Diossou. La balle, mesdames, messieurs, ils le martèlent, ils y tiennent avec des éléments que vous avez suivis. Le gouvernement a beaucoup à faire au-delà des engagements. Pouvoir passer à l'acte, ça permettra à cette presse de redorer son blason, mais pour le bien de tous. En tout cas, c'est ce que croit savoir Thomas Jefferson. Il est le 3e président des États-Unis. Je le cite, ça va être sur cette citation qu'on va se fausser compagnie. Sachez-le,
une fois pour toutes, dit-il. Notre liberté dépend de la liberté de la presse. Et cette liberté ne saurait être limitée sans être perdue. Et nous, avec bonne méditation chez vous, et à très bientôt, mesdames, messieurs. Au revoir.